Jean-Pierre Chevènement. Bonjour Jean-Pierre Chevènement. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin dans ce studio. On a beaucoup parlé ces dernières années de guerre de civilisation et vous parlez d'un défi de civilisation. C'est le titre du livre que vous publiez aujourd'hui même chez Fayard. Et dans cet ouvrage de près de 500 pages, vous expliquez entre autres que certes il y a des raisons religieuses ou sociologiques et ou d'ailleurs sociologiques aux attentats. Mais pour vous ça va bien au-delà. Cela relève de la globalisation qui a déstabilisé la géopolitique mondiale. Justement, la bataille de Mossoul, on en a parlé sur RTL largement ce matin, a commencé en Irak. Elle est décisive pour faire reculer l'État islamique durablement et le terrorisme donc. Elle est importante, mais si Mossoul tombera, à coup sûr, ce ne sera pas facile. Et le mythe restera et par conséquent, Daesh pourra se reproduire ailleurs. N'oubliez jamais que le monde musulman, c'est 1,8 milliard d'hommes. Et ce qui se passe à Mossoul, c'est la conséquence, rappelons-le, des deux guerres du Golfe et de la destruction de l'État irakien. C'est-à-dire que Mossoul faisait partie de la zone sunnite. Le gouvernement de Bagdad est un gouvernement sous influence chiite, puisque les chiites sont majoritaires. Et aujourd'hui, dans l'orbite de Téhéran, il y a par ailleurs à proximité des Kurdes. Par conséquent, nous sommes dans un état de liquéfaction de l'État irakien, qui est le produit d'interventions déstabilisatrices. Alors vous dites deux choses. Vous dites, l'État islamique peut se reproduire ailleurs. Elle quittera Mossoul, mais on la retrouvera sous une autre forme ailleurs. Et d'autre part, il n'y a pas de solution pour l'après-Mossoul. Il n'y a pas de, ça n'a pas été pensé. Alors voilà, ça, le problème est que politiquement, il n'y a pas d'accord entre l'armée irakienne, les milices chiites, les Kurdes, et d'autre part les brigades sunnites, la brigade de Nini, et donc on par ne la Turquie. stabilise rien, en fait. Donc la bataille peut être gagnée dans un premier temps, mais elle risque d'être suivie par, je dirais, des conflits peut-être de moindre importance, mais en tout cas très pénalisants pour la population de Mossoul. Donc c'est un moment important, car n'oublions jamais que Daesh est né en Irak et pas en Syrie. Oui. Cela dit, le problème que je traite dans mon livre est l'avenir qui est quand même inquiétant pour la France. Nous sommes menacés de guerre civile. Et il y a les Vous parlez d'une menace de guerre civile en France. Bien sûr, Monsieur Calvar, directeur de la DGSI, l'a publiquement évoqué. C'est le but de Daesh, et il ne s'en cache pas. Ces théoriciens le disent très clairement. Mais est-ce que vous dites même, comme certains, nous sommes au bord de la guerre civile? Alors, je ne sais pas ce que veut dire au bord. Il y a déjà un acte comme celui de Mohamed Bouel Laïdj à Nice, est un acte de guerre civile. Bien sûr. Donc, nous avons les moyens de réagir à condition d'avoir une vision à long terme. Parce que le djihadisme est une facette de la globalisation. C'est ce qu'il faut comprendre. L'ennemi, ce n'est pas l'islam. Parce que l'islam, c'est 1,8 milliard d'hommes. Et il y a une mosaïque dans l'islam, une grande variété d'islam. Ce qui pose problème, c'est une mondialisation devenue folle. Je propose une stratégie, un chemin pour la France, celui de l'Europe européenne, de l'Atlantique à la Russie. Absolument. Elle a manqué cette vision à long terme? Totalement. Depuis totalement. Quand? Depuis quand? Depuis, je dirais, depuis la... Vous n'allez pas dire depuis toujours. Depuis, je ne pas depuis toujours, non. Je pense que De Gaulle avait cette vision. Mais depuis De Gaulle, on n'a pas eu. Je pense qu'à partir de là, on a fait le choix de substituer à la nation l'Europe, une Europe au contour indéfini, on a perdu notre boussole. Alors, donc ce sont des choix anciens qui pèsent encore aujourd'hui. Et il faut aujourd'hui trouver pour la France un chemin. Il y a pour cela des ressources. Le patriotisme, la laïcité bien comprise, et puis, naturellement, j'y reviens toujours, l'État. Le patriotisme, je ne sais pas si pour vous c'est important, mais en tout cas dans votre livre, vous remettez par écrit l'idée d'un service militaire national obligatoire. Ça vous semble indispensable? C'est ça qui peut relever l'idée du patriotisme en France? C'est un des moyens, mais un service militaire court de 4 mois, un service national court de 4 mois, avec des formules de volontariat service long. Et je pense que ce serait un outil de cohésion, au service d'ailleurs de nos armées. Pour les garçons et les filles, bien sûr. Également. Combien ça coûte? On dit toujours que c'est très cher, c'est la première réserve qu'on émet en général. Oui, j'évalue la somme entre 6 et 8 milliards, mais ça suppose un effort accru de défense au-dessus de 2% du PIB, c'est certain, mais nous sommes devant une période difficile qui va durer longtemps.
temps, il faut s'y préparer à tout point de vue, y compris mentalement. C'est ce que j'ai voulu faire en donnant le meilleur de moi-même. Je veux dire que c'est 3 ans de travail, beaucoup de travail, mais c'est un livre qui, je crois, touche au fond. Alors justement, on parle d'un sujet à un autre, il est très très foisonnant, votre livre. Vous expliquez que la globalisation a marginalisé l'Europe. À ce titre, est-ce que les sanctions européennes contre la Russie sont une erreur ? Elles nous sont imposées en fait par les États-Unis, qui veulent mettre un coin entre l'Europe occidentale et la Russie. Le moment serait venu de les lever, car qu'est-ce qui bloque l'application des accords de Minsk? C'est le refus de l'Ukraine d'en appliquer le volet politique, c'est-à-dire une réforme constitutionnelle qui permettrait des élections locales dans le Donbass, après quoi l'Ukraine pourrait récupérer sa frontière avec la Russie. Or, curieusement, c'est la Russie qu'on sanctionne, qu'on parle de sanctionner à nouveau. Tout ça est aberrant, parce que à Alep, excusez-moi, il faudrait quand même pas que nous soutenions Al-Qaïda, parce que Al-Qaïda ou Daesh, c'est la même chose. Attendez, il faut vous suivre. On a tort d'avoir peur de Poutine, de s'en méfier. Lui accompagne le boucher d'Alep, justement, le boucher de ce qu'on appelle Bachar el-Assad, le boucher de la Syrie. La Russie l'accompagne dans les bombardements épouvantables à Alep. Que les choses en Syrie sont beaucoup plus simples. Il y a d'un côté Daesh, bien sûr, et il y a de l'autre côté le régime syrien de Bachar el-Assad, et puis entre les deux, il y a des rebelles qui sont tout sauf modérés. Al-Nosra, c'était une filiale d'Al-Qaïda jusqu'à il y a 1 mois. Alors si on veut tomber de Karib Dansila... Donc il faut choisir Poutine, de toute façon. Il faut s'entendre avec la Russie, avec laquelle nous avons des intérêts géostratégiques communs, et vous disiez, de l'islamisme. Vous disiez sur RMC en juin dernier, ce sera l'occasion, c'est la visite de Poutine à Paris le 19 octobre, de faire des pas en avant avec lui. C'est une occasion manquée, l'annulation de la visite? Oui, c'est une occasion manquée. Je regrette qu'elle ait été faite dans les conditions que vous savez, c'est-à-dire dans une émission de variété. L'émission de variété, vous voulez dire la phrase de François Hollande qu'il a prononcée dans l'émission Quotidien. Voilà, donc ses Poutine hésitations a dit, j'attends que François Hollande a surmonté son malaise. Alors, émission de variété, est-ce que François Hollande devait y être? Ça nous amène justement aux critiques faites contre le chef de l'État aujourd'hui. Vous êtes attaché à un État fort, vous le répétez longuement dans votre livre. La gauche et sans doute les Français sont quand même stupéfaits de ces confidences faites à 2 journalistes du Monde. Vous comprenez l'émotion que ça suscite? Mais écoutez, je pense que si François Hollande voulait nous conduire à une 6e République, ce que souhaite Jean-Luc Mélenchon, pas, vous. Moi je ne le souhaite pas du tout. Je pense que le général de Gaulle a légué à la France des institutions solides, dès lors qu'elles sont animées par une vue à long terme. Je pense que le livre de Davé et l'homme, ces 2 journalistes du Monde, commence par une capitulation. Il vous explique dans la préface que ce livre, qui est issu des propos enregistrés du président de la République, il n'a pas pu le relire. Il avait demandé à le relire, on lui a dit non, il n'a pas insisté. Il n'a pas insisté, et les 2 journalistes ajoutent, c'est tout à son honneur. De toute façon, ce n'était pas négociable. Page 12, pour ceux que ça intéresse. Donc ça, c'est une capitulation qui est vraiment en race campagne. Je dirais que le président de la République, qui a beaucoup de qualités personnelles, je ne veux pas avoir des propos... Celle de vous avoir nommé à la Fondation de l'Islam de France, par exemple, via Non, je n'y suis d'ailleurs pas nommé, j'ai été pressenti par Bernard Cazeneuve, et je serai peut-être élu le 28 novembre prochain. Mais pour le moment, je dirais simplement que le chef de l'État, l'État ne doit pas être abaissé, ni vis-à-vis du pouvoir médiatique, que vous incarnez aussi d'ailleurs, très bien. Mais il ne doit pas être abaissé, non plus vis-à-vis de la justice. Et c'est un des résultats de cette affaire. Et sur le plan international, excusez-moi, la conversation avec Tsipras devant les journalistes a aujourd'hui des retombées dans l'opinion publique grecque. Donc tout ça, il y a quelque chose qui mérite quand même d'être dit. Ça contribue à la désacralisation de cette fonction, dont vous dites que elle est sacrée. Vous avez page 404 dans votre livre cette phrase: je ne connais pas d'homme qui ne soit pas, si peu que ce soit, transcendé par la fonction. Mais là, la fonction ne fait pas l'homme. Écoutez, François Hollande a pris de bonnes décisions aussi, il faut le dire, sur le Mali. Il a réagi rapidement. Sur l'Algérie, il a su maintenir un contact étroit depuis le début de son quinquennat. Quelle a été son erreur finalement pour en arriver là aujourd'hui? Vous savez, je connais bien François Hollande, c'est un Delorien historiquement. Il est resté fidèle à ses convictions. C'est son péché originel. Ah ben c'est pas, enfin c'est un péché peut-être de mon point de vue, mais du sien non.
il est fidèle à lui-même. Est-ce qu'il doit se représenter, Jean-Pierre Chevènement? C'est une question qu'il doit se poser. Il y a un autre scénario qui est possible. Avec après qui? tout, on n'est pas obligé de faire deux quinquennats. On peut aussi dire, bon, écoutez, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai fait de mon mieux pour agir en fonction des intérêts de la France, mais dans les conditions actuelles, je ne me représente pas. On peut le suggérer. Enfin, on peut l'imaginer. Ce n'est pas impossible. Puis il y a l'autre hypothèse où il voudra être candidat aussi. Et alors, votre préférence ce matin? J'attends que François Hollande fasse connaître ses décisions pour vous donner ma préférence. Mais je me prononcerai en fonction des intérêts du pays. Merci beaucoup Jean-Pierre Chevènement d'avoir été notre invité ce matin sur RTL. Sur la situation internationale, si Mossoul tombe, l'État islamique se reproduira ailleurs, vient de nous dire Jean-Pierre Chevènement. Et concernant le président de la République, on n'est pas obligé de faire deux quinquennats, nous a dit notamment Jean-Pierre Chevènement, dont le livre Défi de civilisation paraît, je le rappelle, chez Fayard. L'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr. Merci.